Octobre 1966, le monde découvre le nouveau film d'Ingmar Bergman, Persona. Considéré comme un maître du 7e art, le grand réalisateur suédois semble n'avoir jamais douté de son talent. Ja, jag tycker nog att jag är en bra regissör. Jag har min helhetsvision och den kan jag driva, kan få igenom saker och ting så som jag vill ha dem, instrumentet lyder mig. Pourtant, en 1965, le métronome va s'enrayer, rebattant les cartes que l'artiste croyait tenir en main. Retour sur une période charnière de sa vie, marquée par une chute inattendue, une résurrection éclatante et la naissance d'un film culte. Bergman dira lui-même « Persona m'a sauvé la vie ». Mais sauvé de quoi exactement ? Il traverse une crise profonde. Et là, il fait Persona. Selon beaucoup de monde, son film le plus important, son chef-d'œuvre. Dans l'histoire du cinéma, souvent on fait des listes avec les 100 meilleurs films, les 80 meilleurs films. Les anglo-saxons aiment beaucoup faire des listes comme ça. Les anglais surtout aiment beaucoup faire des listes. Persona, c'est dans les 10. Jag har ju gjort 26 eller 27 filmer eller vad det är för någonting och satt upp en förskräcklig massa teaterpjäser och hållit på praktiskt taget professionellt i 25 år. Och jag kan nog säga det att Persona springer ju fram ur en personlig upplevelse, en sorts sanningskris. Jag tänkte att den enda formen av sanningen det är alltså tigandet. Alors, il faudrait revenir un peu en arrière. Ingmar Bergman, depuis les années 50, c'est un cinéaste qui est une gloire internationale. Il s'est fait connaître au monde entier et a eu son premier prix au Festival de Cannes avec Sourire d'une nuit d'été. Et il est devenu une sorte de légende déjà de son vivant, avec plusieurs films comme Monica. D'ailleurs, il y a certains critiques qui datent la naissance du cinéma moderne avec ce film de 1953, ou La Nuit des Forains. Et évidemment, Le Septième Saut, qui est un énorme succès mondial. Et au milieu des années 60, il est parvenu à un tel degré de notoriété et de gloire que, forcément, à un moment donné, le doute, je pense, commence à le ronger. C'est-à-dire, combien de temps je vais tenir? Est-ce que on va continuer de m'attendre au tournant à chaque film que je fais? Parce que c'est ça, c'est un peu comme Fellini ou comme Antonioni. Chaque fois qu'ils font un film, ils sentent que le monde est en attente. Om man ska försöka börja med själva födelsen av den här sommaren innan jag gjorde Persona så gjorde jag ju ingen film utan då skrev jag bara ett manuskript som jag kallade för Människoätarna. Det var ett väldigt stort manuskript, det var tjockt. Jag tänkte nämligen göra en 4 timmars film. Det var också efter andra året första året som Dramatenchef i Stockholm. Och sen så var meningen då, planeringen var den att jag skulle göra den filmen sommaren därpå. Då kommer ni ruskigt lugnt in här i den ordning som ni har haft. Il travaillait sur la base d'une année. Il faisait 4 mises en scène de théâtre et l'été, il faisait un film. Il avait une capacité de travail énorme. Mais c'était aussi un moyen de ne pas tomber, de ne pas laisser les angoisses l'envahir. Sen tittar ni utåt. Och Quand il arrive, le théâtre est en très mauvais état, donc il est surchargé de tâches administratives. Il faut trouver les budgets pour finir de rénover le théâtre, etc. Il met en scène en même temps les spectacles et il est absolument débordé. Et donc, la Svensk Film Industri
La compagnie de production qui dit, bon, comme d'habitude, on va faire un film cet été. Il dit, là, j'en ai plus la force, je n'y arrive plus. Alors, il va y avoir une sorte de coup de théâtre dans sa vie, mais je pense qu'il correspond aussi à une sorte de somatisation de ce qu'il est en train de vivre sur le plan professionnel. Il fait une sorte de burn-out. Så blev jag sjuk. Förkyld, bara en vanlig förkylning, och jag gick uppe med den och hankade och hade feber. Och sedan så blev jag jävligt sjuk och det visade sig att jag hade gått med lunginflammation rätt länge. Fick jag en penicillinförgiftning och sen så fick jag den här virusinfektionen bet sig fast i balanssinnet. Alltså i inrörat, så att jag hade oavbrutna svindelanfall och satt i sängen och tittade på en fläck på väggen för att jag vände bort huvudet så ramlade allting omkull. Alltså jag tappade balans. Och var sjuk. Vistades på Sofiahemmet mars, april, maj. Il n'était pas malade. C'est arrivé à d'autres moments de sa vie où il faisait en sorte d'aller faire un séjour à la clinique de Sofiahemmet pour ne pas faire ce qu'il aurait dû faire. Je suis sûre qu'il va m'envoyer une vilaine mouche ou quelque chose, mais Ingmar n'était pas malade. Il ne voulait pas faire l'autre film. Il faut toujours se méfier de Bergman. Si on cherche à savoir comment les choses se sont vraiment déroulées, Bergman n'est pas une source fiable. C'est une personne avec une perception de la réalité un peu compliquée. On ne sait pas ce qui est vrai avec lui. Ses lettres contredisent ce qu'il a pu dire dans ses interviews. Pour moi, ça n'a aucune importance. Il parle artistiquement vrai quand il transpose ses expériences. 29 avril 1965. Je vais essayer de suivre les prescriptions suivantes. Petit déjeuner à 7h30 avec les autres malades, puis se lever immédiatement. Et promenade matinale. Aucun contact avec le théâtre. Refuser toute lettre, toute communication téléphonique. Il faut que j'arrive à une forme de clarté. Sinon Bergman ira définitivement au diable. Je sentais, sans être capable de le verbaliser à ce moment-là, le rôle que je jouais, c'était Ingmar. Mes réactions, le fait d'être silencieux, enfermé, sans volonté de parler à qui que ce soit, c'était Ingmar. C'était cette personne-là qui avait annulé un film et qui était partie à l'hôpital. C'était moi. Je crois que Bergman s'identifiait beaucoup à ces personnages. Il suivait la fameuse formule de Flaubert, « Madame Bovary, c'est moi ». Il était dans une crise profonde. Il était convaincu qu'il ne serait plus jamais capable de travailler. On est en 65. C'est déjà les prémices de 68. Il commence à y avoir un vent comme ça d'activisme politique qui secoue l'Europe, pas que l'Europe, les États-Unis, qui secoue le monde entier. C'est une période très mouvementée. Il évoque notamment dans ses cahiers la guerre du Vietnam. Et il doute de la capacité de l'artiste, du cinéma et de l'art à pouvoir dire quelque chose d'important sur notre réalité. Qu'est-ce que je peux dire, moi, avec mes tours de clown, quand le monde brûle ?
artillery is used for softening up operations, but is still held by the Rebel Vietcong troops. The naturally tested one has been point one from American South Vietnamese bases. Ground forces are moving in with their machine guns and flamethrowers to rout out the Vietcong from their entrenched positions, often in underground canals. Il le note dans son journal qui tient à l'hôpital. Et je ne sais pas quoi faire de ces images. Elles sont trop puissantes pour moi. Je ne peux les accueillir que personnellement. Et il y a un refus du collectif de l'engagement politique, ce qui ne veut pas du tout dire une cécité au monde. Le monde est bien présent dans les films, mais l'artiste n'est pas là pour faire une déclaration d'intention. Il est là pour essayer de toucher à l'âme des personnages, donc à l'âme des spectateurs. För mig har alltid det individuella dramat, individens drama, varit det fascinerande. Och då blir det väl kanske i bästa fall så att detta själsliga förlopp också speglar någonting. Quand j'étais étudiante, mes camarades à la fac se fichaient totalement de ce genre de cinéma. Il y avait une incompréhension entre générations. Il nous paraissait comme d'une autre époque. Un vieux Marlon Brando, un chef de la mafia. Moi, voilà comment j'analyse les choses. Adversaire, oui. Patriarche, oui. Avec des méthodes détestables. Des listes de personnes dont il ne voulait pas, des discriminations, du harcèlement, des stratagèmes. Et au milieu de tout ça, un artiste extrêmement intéressant. Och ingen visste överhuvudtaget när jag skulle bli frisk. Jag var nere en dag från sjukhuset. Våren innan. Och då hade jag som hastigast träffat Liv Ullmann tillsammans med Bibi. Var kontrakterad för den här stora människoätaren. Bibi et moi, nous nous sommes connus plusieurs années avant Persona sur un autre film. Et un jour, 4 ans plus tard, on se promenait dans la rue et soudain devant nous est arrivé Ingmar Bergman. Il s'est arrêté et il a embrassé Bibi en disant « Ma très chère Bibi ». Puis il m'a regardé et il a dit « Je sais qui vous êtes. Vous êtes Liv Ullmann de Norvège ». Och tänkte jag plötsligt, vad fan, vad de var lika. De hade någon sorts egendomlig likhet. Sen så åkte jag väl hem då och hade fortsatt att ha snurren där hemma på Sofiahemmet. Men sen började det på något sätt att spela i huvudet på mig, den här jävla likheten. Detalj plötsligt kommer för en gång på gång. Och man tänker, varför kommer den nu tillbaka hela tiden? Varför upprepar den sig? Och det är på något sätt som om den pockade på att man skulle sysselsätta sig med den. Som till exempel i Persona, att jag såg framför mig plötsligt en dag 2 kvinnor som sitter bredvid varandra i stora hattar och jämför sina händer med varandra. Det är ofta en väldigt konkret bild och en sorts akustisk förnimmelse. Betyder det otur att jämföra händer? Vet inte. Bibi Andersson, à travers de nombreux films, est la muse d'Ingmar Bergman. Bibi et lui ont été amants dans les années 50. Et là, il a trouvé une nouvelle Bibi, qui lui ressemble, et il les laisse se rencontrer dans la même image. Pour moi, Bergman est dans les 2 femmes à la fois. Cette image devient donc incestueuse et chargée de tension.
Men oftast är det på det sättet att jag har någon idé. Och sedan så ofta har jag den skådespelaren i tankarna när jag skriver rollen. Så sen börjar man alltså att samla material i böcker. Och skriver en massa. Det kan sträcka sig över en kolossalt lång tid. Och det är en förskräckligt tråkig period. Och den på så sätt att man sätter sig vid en viss bestämd tid varje morgon. Och så sitter man ett visst bestämt antal timmar med ett visst bestämt antal pauser den dagen och alla andra dagar och ger sig ledigt en dag i veckan. Det är alltså ett rent kontorsarbete. Sen när det där är över då efter 6-8 veckor så har man alltså ett färdigt manuskript. Lorsqu'il s'agit d'écrire, c'est presque comme un rituel. Et je crois que c'est vrai de la plupart de ces films qui partent d'une idée. Mais ce qui va être particulier dans Persona, c'est qu'il va ouvrir les vannes encore plus que d'habitude. 17 juin 1965. Je n'ai pas écrit un scénario de film au sens habituel du terme. Ce que j'ai écrit me paraît ressembler plus à une simple ligne mélodique que, je crois, j'orchestrerai pendant le tournage avec l'aide de mes collaborateurs. Sur de nombreux points, je suis indécis. Et à un moment, au moins, je ne sais absolument rien de ce qui se passera. Après sa sortie de l'hôpital, le tournage de Persona commence en studio à Stockholm. Et Bergman n'aime pas les rushs. Il est très mécontent des rushs. Ingmar était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce film? Et Bibi était stressée et ne se souvenait pas de son texte. Första dagarna var fasansfulla alltså därför att och det gick dag efter dag och jag fick bara dåliga resultat. Urjävliga resultat hela tiden. Förstenad av trötthet. Jag kände bara det där pallar, jag klarar inte, jag orkar inte. Puis Ingmar a dit, on arrête de filmer à Stockholm, on part tous à Fårö. Nous allons improviser, changer peut-être un peu le scénario, mais on va tourner tout le film à Fårö. Et c'est là que ça a vraiment commencé. Det var väl på det här sättet att jag kände mig allt mera otillfredsställd med att vara i Stockholm. Så att jag längtade efter det där. Kom jag till det här landskapet, Fårö, med sin brist på färger, med sin kärvhet. Jag förstår egentligen inte varför, men det var bara att jag kände att det här var mitt land. Jag tänkte att här ska jag liksom nu börja helt från början. Jag ska liksom lämna allt det jag tidigare har gjort. Glömma bort alla tidigare filmer jag har gjort. Alla handgrepp, allt det som har liksom gått lite rutin i. All den här skickligheten som jag ju liksom har erövrat under alla år. Och det var just det att liksom släppa hela den sidan. Det var just det att jag skulle få stödja mig på dessa två ruskigt fina artister. Och få fråga Liv och Bibi, ja men hur skulle vi göra det här? Hur ska vi göra det här? Att för en gång skulle inte veta. Pour la première fois de sa carrière,
il va s'employer à faire des retakes, c'est-à-dire des retournages. Et de toute sa filmographie, Persona est le film pour lequel il y aura le plus de retournages. À partir du moment où il est sur l'île, il laisse une grande latitude à ses comédiennes, et c'est comme ça que naît Persona. Alors l'histoire de Persona, c'est très très simple. C'est une actrice qui un jour en a assez. Elle en a assez, comme Bergman en a assez quand il écrit le film, et elle décide de ne plus parler. Elle est adulée, c'est une actrice célèbre, etc. Peut-être qu'on m'aime, on m'adule pour de mauvaises raisons. Elle a des problèmes aussi dans son couple, dans sa famille, avec un enfant qu'elle a négligé et que peut-être elle n'aime pas, dont elle déchire la photo. Et puis elle se dit, mais tout d'un coup, toute ma vie est construite peut-être autour du mensonge. Et en plus, j'en ai fait mon métier. Elle a donc été comédienne. Peut-être peut-on se payer ce luxe. Puis elle n'a plus ouvert la bouche. Rien d'extraordinaire à ça. Seulement, elle ne parle pas. Elle refuse sa propre voix. Elle ne veut pas mentir. Le mensonge et la passion pour la vérité sont des éléments centraux dans le travail et dans la vie de Bergman. On l'appelait le martyr de l'imaginaire ou le menteur des délices. Une de ses fiertés professionnelles était de ne pas dire la vérité. C'était son boulot, inventer des histoires, faire de la fiction. Est-ce que pour être un cinéaste, il faut être un bon menteur? Oui. Oui, il faut bien mentir. Mais évidemment qu'on a envie de raconter des histoires, donc on a envie de mentir. On a envie de mentir aux adultes, de faire la vie plus belle qu'elle n'est, plus dangereuse qu'elle n'est, et que bien sûr qu'on pense qu'on dit plus la vérité quand on ment. Évidemment, Bergman se peint sous les traits de cette actrice, Elisabeth Vogler, qui a choisi le silence plutôt que le mensonge. Et ce qui fait de Persona un phare vraiment dans son œuvre, c'est qu'il arrive à faire que le silence ait la même puissance que la parole. Je ne disais rien dans le film. J'avais une seule réplique dans tout le film et c'était « rien ». Mais elle n'a pas raison, Liv Ullmann. Elle n'a pas raison. Celle qui a raison, c'est la psychiatre, qui lui dit tout ça c'est de la vanité. Ce silence que tu choisis, c'est une vanité, c'est encore du nombrilisme, c'est encore de l'amour de soi. Jag förstår dig, Elisabeth. Jag förstår att du tiger. Jag förstår att du är orörlig. Att du satt viljelösheten i ett fantastiskt system. Jag förstår och jag beundrar. Jag tycker du ska hålla på med den här rollen tills den är färdigspelad. Tills den inte längre är intressant. Kan du ju lämna den. Precis som du undan för undan lämnar alla dina andra roller. L'humanité, c'est qu'une collection de différentes façons de jouer un être humain. Mais ça n'est que ça, c'est que cet effort pour ressembler à quelqu'un, pour tenir son rôle, parfaitement ou imparfaitement. C'est très agréable d'écrire avec un crayon à papier. Cela me rappelle tant mon enfance. À travers Madame Vogler, Alma se cherche et se trouve elle-même. Elle dit « Je ressens une telle tendresse pour Madame Vogler qui vit un moment si difficile. Je ne sais pas quoi faire avec toute cette tendresse. Je la porte comme une sorte de boule toute chaude dans mon ventre. » Alma, l'infirmière, qui va soigner cette actrice mutique en convalescence sur cette île, est un personnage qui est un peu naïf. C'est un peu la girl scout qui veut essayer de soigner le mieux possible, qui est bienveillante, qui admire et peut-être jalouse un petit peu l'artiste qu'elle est flattée de pouvoir soigner, et qui va se confier complètement, hein, de la même manière qu'elle le ferait si elle faisait une psychanalyse.
Pendant que l'actrice Elisabeth reste silencieuse, Alma parle pour deux. C'est d'ailleurs une situation centrale dans le cinéma de Bergman. Une personne parle et l'autre se tait. Il y a cette scène magnifique avec ce récit un peu pornographique comme ça, d'une scène sexuelle où tout d'un coup elle raconte son désarroi d'être dépassée par ses sens. Plötsligt så hörde jag att Katarina sa: Du, ska du inte komma ett tag? Så tog hon honom i hand och så hjälpte hon honom av med jeansen och skjortan. Så plötsligt så var han ovanpå henne. Hon hjälpte honom till rätta och höll honom om stjärten. Den andra pojken han bara satt upp i backen och tittade. Jag hörde Katarina viska i örat på honom och skratta. Och jag hade hans ansikte alldeles intill mig. Det var alldeles rött och svullet. Plötsligt så vände jag på mig och så sa: Du, ska inte komma till mig också? Och Katarina sa: Du ska gå till henne nu. Så drog han sig ur henne och så föll han över mig alldeles hårt. Så tog han tag i mitt ena bröst. Oj, varför gjorde så ont? Jag var alldeles färdig på något vis. Jag kom nästan med en gång. Kan du förstå det? Ce moment est un moment clé qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, que même à la lecture du scénario, certains avaient demandé à Bergman de couper la scène. Och han lägger det i kvinnomun och därför, det är många... Certaines de mes collègues femmes politisées trouvaient extrêmement provocateur qu'il mette ses propres fantasmes sexuels dans la bouche d'une femme. On peut dire qu'il était vraiment courageux. Il allait contre tout ce qui était considéré comme convenable. Même aujourd'hui, ça reste provoquant. Ce désir sexuel féminin l'intéresse et il le regarde et il l'embrasse. C'est très droit, très cru, quoi. Il y a une façon très franche chez Bergman de se tenir devant le fait sexuel. C'est vraiment un homme qui n'a pas froid aux yeux. Il fait entrer ça, une fois de plus, c'est une dimension de l'humain. C'est une dimension, donc il accepte, ça fait partie de la vie, donc je le fais rentrer dans mon film. C'est de lui dont il parle, je pense. Il se heurte à sa propre ambiguïté morale. Il quittait ses femmes, il changeait de femme, il avait plein de relations en même temps. Tout ça n'est plus un secret aujourd'hui. Il avait une vie sexuelle très développée, il était très infidèle. Ce qui se passe quand Alma se livre, car elle se livre de plus en plus à Elisabeth, c'est qu'elle réalise qu'elle en a trop dit. À un moment donné, Elisabeth, elle écrit une lettre à son médecin et elle la donne à Alma pour que Alma aille la poster. Et elle ne cachette pas l'enveloppe. Donc, acte manqué. Est-ce qu'elle va l'ouvrir? Évidemment qu'elle va l'ouvrir. Elle est comme nous, elle est curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Et elle va s'apercevoir qu'Elisabeth, en quelque sorte, la trahit. L'amène à se confier à elle pour mieux s'en amuser. C'est une des raisons pour lesquelles c'est un metteur en scène de génie, c'est que vous voyez des gens faire à l'écran des trucs et c'est irrémédiable. Quand quelqu'un commence à parler, on dit « Ne dis pas ça, ne dis pas ça, tu vas le regretter ». Et le mec le dit. Et alors ça rend chaque moment de cinéma infiniment violent parce que c'est irrémédiable, parce qu'après ça, les personnages jusqu'à la fin du film, ils doivent dealer, négocier avec le fait qu'ils ont eu cette phrase blessante, humiliante. Ça se défait pas, c'est fait, c'est trop tard. Et lui, Bergman, il savait faire ça.
Comme beaucoup de cinéastes, Bergman filme ses obsessions pour conjurer ses peurs. Et ses plus grandes peurs, c'est la peur de l'enfermement et la peur de l'humiliation. Redan som barn hatade jag att bli förödmjukad. Mina tidigaste minnen är förbundna med förödmjukelser. Och den tidens uppfostran var väldigt mycket baserad på att man skulle förödmjukas. Je pense que les grandes terreurs de Bergman sont liées à son éducation et à son enfance. Notamment cette éducation extrêmement rigide, protestante, avec des châtiments corporels, des humiliations psychologiques traumatisantes qui ont hanté son enfance. Et tout cela va se retrouver dans son cinéma. Jag tror att det är oerhört viktigt att konsten avslöjar förödmjukelsen. Därför att förödmjukelsen är en av mänsklighetens fruktansvärdaste följeslagare. À partir de ce moment-là, Alma est déchirée. On a un rapport très très violent qui s'instaure et il va y avoir une scène au suspense quasiment insoutenable. C'est presque hitchcockien, c'est-à-dire que la tension va arriver au point de casser la pellicule du film. Quand les premières projections du film ont eu lieu, les projectionnistes pensaient que que la bobine s'était cassée. Il a fallu que sur les bobines de films d'exploitation, il y ait un avertissement en rouge disant que c'était fait exprès, que la pellicule qui se casse était incluse dans le film de Bergman. För du vet, det var väldigt mycket strid om alltså det här avbrottet i Persona. Du vet, när filmen går sönder, om ni kommer ihåg det. Och det var många som här på företaget och på andra håll förståsigpåare som tyckte att det var ett kolossalt fånigt avbrott. Och jag är precis motsatt uppfattning därför att jag tror det att om man rycker publiken ur skeendet en stund och sedan för dem tillbaka till så ökar man sensibiliteten. Bien sûr que Bergman provoque le spectateur, il casse, il dérègle tous les curseurs. Est-ce que du coup on assiste à une destruction du cinéma? Non, à une réinvention du cinéma. C'est-à-dire que Persona arrive à faire non pas seulement la symbiose du classicisme et de la modernité, mais c'est de l'expérimentation et de l'art cinématographique, enfin et du classicisme. C'est-à-dire comment transformer un film expérimental en film classique. Et ça, c'est unique dans l'histoire du cinéma. C'est un film sur le cinéma, qui parle de cinéma, et comme par hasard, le premier titre de Persona, c'est cinématographe. Et c'est pour ça qu'il y a une métaphore entre Bergman et le cinéma. Il se dit « je suis le cinéma ». Il dit aussi au spectateur « jouez avec moi, s'il vous plaît ». C'est une expérience vivante, émotionnelle de cinéma, et c'est un film qui commence par les deux charbons d'une lampe à incandescence dans un projecteur de cinéma qui font naître la projection d'un film.
C'est un feu d'artifice de génie, le prologue de Persona. Il faut absolument le regarder. C'est inexplicable. Je l'ai vu une dizaine de fois, ce prologue, et à chaque fois, je suis stupéfait des images que je vois. À l'époque, le montage était très conventionnel. Avec ce prologue, il va très vite. Il associe librement les images et il déclenche l'imaginaire. C'est un moyen extrêmement moderne d'atteindre les différents niveaux de conscience du spectateur. Det föresvävade mig då att jag ville göra en dikt, men inte i ord utan i bild. Började det med den där projektorn och den här... Det är alltså diktens under, men sen kan man ju tyda den hur man vill. Alltså. Jag menar, det är ju precis som med alla dikter. Bilden betyder ju olika saker för olika människor. Persona fait partie de ces films sur lesquels, si vous le voyez avec des amis ou en couple ou avec d'autres personnes et que vous avez un débat après, peut déboucher sur des discussions sans fin sur la signification de telle ou telle scène, de tel plan, de tel moment du film. On va le comprendre différemment. On va être ému par des séquences différentes. Dans mon adolescence, c'était tout le temps des analyses, des gens faisaient des analyses de Bergman, réfléchir sur le pourquoi, le message et tout ça. Le cinéma, ça doit être quelque chose de physique, de cutané pour moi. C'est pas quelque chose à comprendre, c'est pas un processus intellectuel, le cinéma. C'est d'abord une émotion entière, physique, qui vous prend les tripes. Pour moi, c'est vraiment l'image de l'enfance et de la mère. Il y a quelque chose qui a à voir avec la création d'une image aussi. Moi-même, je me suis vu dans cet enfant avec ma mère. C'est quelque chose de très... je crois qu'il doit toucher absolument tout le monde. Le premier personnage qui bouge dans le film, c'est cet enfant. Et pour moi, il lève la main vers nous. Et ce qu'il cherche à toucher, c'est la frontière, c'est-à-dire c'est l'écran, ou c'est l'optique de la caméra. En fait, c'est la frontière entre le spectateur et le film. Ce que nous montre Bergman, c'est que finalement, on peut très bien inverser le rapport entre spectacle et spectateur. Le cinéma est un miroir du spectateur. Jag upplever ju mina filmer så oerhört sorts kontaktbehov. Konsten är alltid en spegling och man måste lära sig och man måste veta hur man ska hålla spegeln. Darrar man av skräck när man håller i spegeln så blir ju bilden otydlig. Ju längre jag håller på, ju mera upplever jag varje film jag gör som en dröm. Den där blandningen av verkligt konkretiserade drömmar och översatta materialiserade drömmar, det har mer och mer blivit mitt filmiska uttryckssätt. Cette séquence, elle est inouïe de beauté formelle. Même aujourd'hui, je me demande comment c'était fait. On a l'impression qu'il y a une sorte de texture brumeuse comme ça, qui est la part du rêve. Et c'est un fantastique plus incroyable que le cinéma fantastique habituel, parce c'est un fantastique du réel. On est dans le réel, et puis on se retrouve dans une zone qui n'est pas le réel, mais qui a toutes les apparences du réel. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est ça qui trouble beaucoup. Dans beaucoup de ces films antérieurs, il y avait coexistence d'éléments réels et d'éléments fantasmés, imaginés ou rêvés. Mais il y avait toujours quelque chose qui indiquait au spectateur, là on est dans le réel, là on est dans l'imaginaire.
Ce qui est intéressant dans Persona, c'est que grâce à la liberté que Bergman trouve dans la forme cinématographique, le réel et l'imaginaire se confondent. Le thème du rêve, c'est un grand thème bergmanien. C'est vrai que les personnages sont hantés comme ça par des rêves, mais c'est des souvenirs surtout d'humiliation ou de terreur. Les rêves sont toujours une menace. En tout cas, le fait de rêver est dangereux. Donc c'est plus intéressant un cauchemar qu'un rêve, c'est ce danger. D'ailleurs, souvent, les cauchemars dans les films de Bergman sont à milieu des représentations hollywoodiennes, des cauchemars dans la pénombre avec des ombres menaçantes. Non, non. Chez Bergman, c'est le contraire. L'image est surexposée, on y voit presque trop. On a l'impression d'être sous la lampe d'un chirurgien en train de découper de la chair. Il utilise une lumière très dure qui ressemble à la lumière du soleil. Et c'est rare l'utilisation de la surexposition sur un mode dramatique comme ça dans le cinéma. Jag får fullständig hetta och i solljus får jag klaustrofobi och mina mardrömmar är alltid indränkta av ett våldsamt solljus. Det skrämmer mig en oavbrutet molnfri himmel. Då tycker jag på något sätt att jorden förgås på något sätt. Alltså. La lumière sublime d'ailleurs, qui est due à ce grand chef opérateur qui était Sven Nykvist. Et ils vont très loin ensemble dans la recherche, avec cette sorte d'urgence à filmer. Et ça stimule tout le monde. Ja, genom det att jag hela tiden gick förutsättningslöst och vi hade en grundtext som inte på någon enda punkt var sakrosankt, så kunde vi hela tiden manövrera oss fram till nya resultat. Sven Nykvist, le directeur de la photographie, il lui a amené une très très grande modernité. Moi, c'est un film qui m'a appris à éclairer. Chaque image, on a l'impression que c'est presque un photoshoot de Vogue, mais sublimé, incroyablement beau, comme ça, en noir et blanc, que ferait un très grand photographe de mode aujourd'hui. Quelque chose d'abstrait, de pur et de fulgurant. Bergman, pour moi, c'est aussi celui qui a inventé la façon dont le visage vient vous interpeller, dire « je suis autrui » et qu'est-ce que vous répondez à ce visage. Au cinéma, il y a un interdit, il y a une transgression que Bergman a bravé pour la première fois dans Monica. Il est interdit dans le cinéma classique à un acteur de regarder directement la caméra. Et c'est à ce moment-là où le film bascule. C'est-à-dire que l'acteur, tout d'un coup, sort du film et s'adresse directement au spectateur, comme ça. Nej! Jag är inte som du. Jag känner inte som du. Jag är syster Alma, jag är bara här för att hjälpa dig. Jag är inte Elisabeth Fågler. Du är Elisabeth Fågler. Jag vill gärna ha... Jag älskar...
Jag har inte. Flickorna visste inte om att jag tänkte göra det där. Det visste väl inte jag heller när vi gjorde det, utan det var en idé som jag kom på sedermera under inspelningens fortsatta förlopp. Och så laddade vi det i klippbordet och så bad jag flickorna komma en dag efter middagen och titta på något skojigt, en överraskning. Le visage était complet, mais un côté c'était moi et l'autre côté c'était Bibi. Bibi a dit « Mon Dieu, Liv est fantastique. Mais qu'est-ce qu'elle a ?» Puis il m'a demandé d'entrer dans la pièce et j'ai vu ce visage. Mais c'est Bibi, c'est fantastique. Ni l'une ni l'autre ne s'est reconnue dans ce visage coupé en deux, où la moitié du visage est à l'autre. C'est un plan fameux dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment une volonté expérimentale. C'est des choses qu'on peut faire qu'une fois. Ça sert à rien de le faire deux fois. Une fois que vous l'avez essayé, c'est des choses. Il y a plein de trucs dans le film. On se dit, il fallait bien qu'il essaye une fois. Sûrement, le projet de Bergman dans Persona, c'est de faire un film sur la schizophrénie, sur le fait que ces deux femmes sont une seule et même femme, de jouer avec ça. En tout cas, il n'a pas peur des courtes focales. C'est des visages qui viennent saturer l'écran. Il n'a pas peur de s'approcher, que la caméra vienne vraiment parler avec l'actrice, quoi. Donc c'est beaucoup plus difficile à jouer. C'est un autre type de rapport à l'acteur. J'adorais ça. J'adorais ça. C'était une telle joie. Ces gros plans avec Ingmar. Il voulait filmer les gens en gros plans. Parce que toute la vie se lit dans le visage d'une personne. Si votre film était une fiction et que je devais raconter l'histoire de ma vie, je dirais « approchez ». Et toute ma vie se verrait dans la caméra. Jag är oerhört fascinerad av henne, suggererad av henne som aktris. Du ska tänka, hon har en lång scenkarriär bakom sig. Jag ser, det är ett ansikte som kan låna sig till en förfärlig massa olika saker. En gestalt, ett instrument. Sen är jag personligen rätt tilltalad av henne. Men det är en annan sak. Pendant le tournage, je me disais, cet homme est en permanence à côté de la caméra. Il me regarde en permanence. Après quelques jours, je me suis dit, mais là quand même, il me regarde vraiment beaucoup. Et puis un soir, on se promenait, Ingmar et moi, et on s'est assis sur un rocher, à peu près à l'endroit où il a construit sa maison plus tard. Et il m'a dit, « Liv, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que nous étions douloureusement unis tous les deux. » Ensuite, j'ai vécu avec lui à Fårö. Nous avons eu 5 années incroyables. Ce qui était fantastique, c'est qu'on était si enfantins à Fårö. On était tellement joyeux. Persona, c'est l'évidence d'un tournage heureux. Absolument heureux, enchanté. Mais je pense que la crise de Bergman est résolue pendant le tournage. Elle est résolue et il y a une joie de filmer qui est très très communicative. C'est intéressant. Il a fêté ses 50 ans peu après avoir fait ce film. Persona lui a permis de commencer à penser différemment, de redevenir un réalisateur novateur et de continuer à faire d'autres films. Pour lui, nous savons que dans sa vie, il y a un avant et un après Persona. Et à ce moment-là de son art, le film vient très certainement marquer une rupture. C'est une date, quoi. C'est vraiment une date.
Et c'est curieux parce que c'est un de ses films les plus connus. Et pourtant, sur Persona, et sur Persona seul, il dit là, je l'ai fait pour moi. Jag tar inte en sorts hänsyn längre till publiken. Jag var väldigt angelägen om den för jag tror också på ett väldigt ängsligt sätt. Det är jag inte. Jag har inte den hänsynen längre. Det stämmer nog. On a souvent dit que la fin de Persona était mystérieuse et difficile à vraiment comprendre. Est-ce qu'elle est optimiste? Est-ce qu'elle est pessimiste? En tout cas, elle est très ouverte et elle exprime le fait que les deux personnages retournent au monde après avoir été isolés sur cette île de Fårö. Och där är det en väldigt viktig sak för mig och det är det där att man kan aldrig förstå en film, en sån här film. Det är inte frågan ens om att förstå, utan det är alltid frågan om att ha en känsloupplevelse i första hand. J'ai dit un jour que Persona m'avait sauvé la vie. Ce n'était pas une exagération. Si je n'avais pas trouvé la force de faire ce film-là, j'aurais sans doute été un homme fini. Je sens aujourd'hui que dans Persona, je suis arrivé aussi loin que je peux aller et que j'ai touché là, en toute liberté, à des secrets sans mots que seul le cinéma peut découvrir.